Au beau milieu de la mer de Chine méridionale, à des centaines de kilomètres du port le plus proche, gît une imposante structure d'acier rouillé, en ruine. Pour un observateur de passage, elle ressemble à une catastrophe maritime oubliée, une épave abandonnée au flot. Mais cette carcasse délabrée n'est pas à l'abandon. Au cœur de sa coque délabrée, un petit contingent de marines lourdement armés vit et travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Entouré de navires étrangers, soumis à une surveillance constante et coupé de toute source de ravitaillement conventionnel, il garde l'ancien USS Harnett County, un bâtiment de la Seconde Guerre mondiale, conçu à l'origine pour déployer des blindés lourds sur des plages hostiles. Aujourd'hui, échoué volontairement sur un récif submergé appelé Second Thomas Shoal, il constitue l'avant-poste militaire le plus précaire et le plus dangereux de la planète. Pour comprendre pourquoi des vies humaines reposent sur un amas d'acier de 80 ans en ruine, il faut d'abord s'intéresser à l'incroyable prouesse d'ingénierie navale qui a permis sa construction. L'USS Harnett County était à l'origine l'Ending Ship Tank pendant la Seconde Guerre mondiale. Les stratèges militaires étaient confrontés à un véritable casse-tête logistique. Comment transporter des chars Sherman de plusieurs tonnes, de l'artillerie lourde et des centaines de soldats à travers les océans, puis les débarquer directement sur les côtes ennemies sans passer par des ports ou des grues de chargement. La solution fut la classe des LST, une conception navale radicalement novatrice. Ces navires étaient massifs, mesurant plus de 99 mètres de long et déplaçant des milliers de tonnes d'eau, tout en ayant un tirant d'eau incroyablement faible. Le secret d'ingénierie du LST résidait dans sa conception à fond plat et un système complexe de ballast interne. En eau profonde, le navire pompait des milliers de litres d'eau de mer dans ses ballasts pour abaisser son centre de gravité, lui permettant ainsi de résister aux violentes vagues. À l'approche d'une côte hostile, d'imposantes pompes expulsaient l'eau avec force. Le navire s'élevait, glissait sur les bancs de sable peu profonds et s'enfonçait délibérément dans le sable. D'énormes portes d'étrave s'ouvraient alors et une lourde rampe d'acier se déployait, permettant aux blindés mécanisés de se jeter directement au combat. Concevoir un navire suffisamment massif pour traverser le Pacifique, mais suffisamment flexible structurellement pour s'échouer volontairement sur une plage sans briser sa quille, était une prouesse de conception des transports industriels du milieu du XXe siècle. La coque devait absorber une énergie cinétique considérable lors de l'échouage, ce qui nécessitait un blindage en acier spécialement renforcé dans ses parties inférieures. L'USS Harnett County s'est illustré, utilisant cette même conception pour acheminer du matériel lourd sur les côtes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis comme base flottante pour hélicoptères et centre de ravitaillement fluvial durant la guerre du Vietnam. Mais les navires ne sont pas éternels, et l'acier a un ennemi naturel, l'eau salée. Après des décennies de service, le bâtiment fut transféré à la marine philippine et rebaptisé BRP Sierra Madre. À la fin des années 1990, le paysage géopolitique de la mer de Chine méridionale évoluait rapidement. Des revendications territoriales concurrentes menaçaient la région, et le récif de Second Thomas, un récif sous-marin stratégiquement vital et riche en ressources, devint un point névralgique. Dans une manœuvre tactique aussi désespérée que brillante, l'armée philippine utilisa une dernière fois la conception originale du navire comme arme. En 1999, le BRP Sierra Madre enfonça sa coque plate et renforçait directement sur le récif corallien, non pas pour y déployer des chars, mais pour affirmer définitivement sa souveraineté. Ce qui devait être une mesure temporaire s'est transformé en un bras de fer qui dure depuis des décennies. L'océan reprend violemment possession du navire. Le milieu marin agit comme une immense batterie galvanique, vidant constamment la coque en acier doux de son énergie. Les assauts des typhons et les forces de marée incessantes tordent la superstructure, mettant à rude épreuve les limites de ces soudures datant de la Seconde Guerre mondiale. Des sections du pont principal se sont entièrement effondrées et les compartiments inférieurs sont complètement inondés, créant un labyrinthe dangereux de métal rouillé et déchiqueté. Pourtant, les marines stationnées à bord font preuve d'une volonté de fer et d'ingéniosité pour maintenir la structure en état. Ils soudent des plaques d'acier sur les brèches béantes, coulent du ciment dans la coque qui se détériore, pour créer des cloisons artificielles, et luttent sans relâche contre la corrosion pour conserver un endroit sec où dormir. Ils vivent à bord d'une machine mourante, comptant sur la résistance surdimensionnée d'une époque révolue pour maintenir leur position dans l'une des voies maritimes les plus disputées de la planète. Maintenir cette position exige toutefois une opération logistique aussi périlleuse que le navire en ruine lui-même. Les 12 marines stationnées à bord ne peuvent survivre sans un approvisionnement continu en vivres, en eau douce et en fournitures d'entretien essentielles, transformant les eaux autour du Second Thomas Shoal en un champ de bataille maritime extrême. Le récif étant trop peu profond et lourdement gardé pour que les navires de ravitaillement traditionnels puissent l'approcher, la marine philippine s'appuie sur une flotte de petites embarcations de ravitaillement agiles à coque en bois. Ces navires légers sont propulsés par des moteurs diesel brut à couple élevé, la vitesse et la maniabilité étant privilégiées au détriment du blindage.
Chaque mission de ravitaillement oblige ces petites embarcations à affronter un véritable champ de bataille composé d'imposants patrouilleurs étrangers à coque d'acier déplaçant des milliers de tonnes. La physique de ces rencontres est brutale et impitoyable. Lorsqu'un patrouilleur lourd de 3000 tonnes manœuvre de manière agressive contre une embarcation en bois de 20 tonnes, la vague de déplacement hydrodynamique à elle seule génère une force suffisante pour modifier la trajectoire de la plus petite embarcation, voire la faire chavirer. Pour imposer ce blocus invisible, les forces adverses ont militarisé l'ingénierie maritime classique. Les navires étrangers utilisent des canons à eau industriels alimentés par d'énormes pompes centrifuges initialement conçues pour la lutte contre les incendies en eau profonde. Ces pompes peuvent projeter des milliers de litres d'eau de mer par minute à des vitesses extrêmes. Dirigé vers un navire de ravitaillement en bois, le jet d'eau ainsi créé possède une énergie cinétique suffisante pour briser le vitrage renforcé, fendre les superstructures en bois et inonder les prises d'air du moteur, neutralisant de fait le système de propulsion du navire sans avoir recours à une seule munition conventionnelle. Outre la guerre hydraulique, des dispositifs acoustiques de qualité militaire et des lasers de haute intensité sont déployés pour désorienter les équipages de ravitaillement, aveugler les timoniers. Chaque livraison réussie de rations et de baguettes de soudure aux marines bloquées représente un véritable exploit. Navigation extrême, poussant les moteurs marins civils à leurs limites thermiques et mécaniques absolues pour surpasser les puissances de feu industrielles écrasantes. Tandis que les navires de ravitaillement luttent contre le blocus extérieur, le navire lui-même est en proie à une lutte acharnée contre les lois de la physique. L'intégrité structurelle de tout navire de cette envergure repose sur la solidité continue de ses membrures longitudinales, de ses cloisons transversales et de l'épaisseur considérable de sa coque extérieure. L'eau salée, en oxydant l'alliage fer-carbone du navire, crée de l'oxyde de fer ou rouille. Cette réaction chimique provoque une dilatation du métal jusqu'à 10 fois son volume initial avant qu'il ne écaille, amincissant progressivement les poutres porteuses. L'USS Arnett County subit désormais des défaillances localisées catastrophiques. Les imposants moteurs diesel V12 et les réducteurs qui actionnaient autrefois ces deux hélices sont hors service, submergés dans les compartiments inférieurs inondés. Les Marines survivent pour l'essentiel sur le platelage détérioré du pont supérieur, suspendu au-dessus d'une caverne d'acier qui s'effondre. Si un typhon de catégorie 5 frappe le récif avec un choc hydrodynamique suffisant, l'immense charge du vent et l'impact des vagues pourraient finalement fracturer la quille affaiblie du navire, brisant en deux le bâtiment de 80 ans et entraînant l'épave dans les profondeurs. En attendant l'inévitable défaillance structurelle, ce LST en ruine demeure l'épave la plus convoitée de la planète. Il témoigne de la robustesse démesurée de l'architecture navale du milieu du XXe siècle. Conçu à l'origine pour quelques mois seulement lors des assauts amphibies chaotiques de la Seconde Guerre mondiale, ce navire de transport a survécu pendant plus de 8 décennies. Il a résisté aux massacres mécanisés du Pacifique, aux campagnes fluviales du Vietnam et à la fureur impitoyable et corrosive de la mer de Chine méridionale. D'un système de transport mobile pour véhicules blindés lourds, il est devenu une forteresse statique et inébranlable, tenant bon dans un bras de fer géopolitique mondial. Les 12 marines qui montent la garde aujourd'hui sont les derniers membres d'équipage du machine agonisante, un navire fantôme qui refuse obstinément de sombrer. Si vous avez trouvé cette analyse de l'ingénierie maritime extrême et de l'histoire militaire fascinante, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explorations approfondies des engins lourds et des véhicules de transport les plus incroyables au monde.